définir un adulte par rapport à un enfant, cette partie-là, elle arrive en second plan. On part du principe que déjà, si la personne a un revenu et qu'elle fait ses dépenses, on estime que déjà elle est responsable. C'est suffisant. La responsabilité civile, elle est sur l'argent. Exactement. Si tu fais une connerie, il faut rembourser. Il y a d'autres implications encore à ce niveau-là. Mais c'est le cas. Quand un apprenti prend de l'aplomb, quand il devient autonome, quand un apprenti, en fait, par exemple dans un salon de coiffure, maintenant pour les tuteurs d'apprentis, les maîtres d'apprentis, certaines écoles leur disent bien, laissez-le encaisser, tout simplement. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir l'argent dans les mains, ça va le rendre autosuffisant. S'il est autosuffisant, il va commencer à prendre de la bouteille, il va agir un peu plus naturellement, avec plus de confiance en lui, il s'en sortira beaucoup plus rapidement. Je pense à... on va parler maintenant des valeurs philosophiques. Enfin, il faut bien comprendre donc, que ce système de valeurs lié à l'argent vous touche tous au quotidien. Et vous ne pouvez pas y échapper. Même quand vous savez que vous allez être soumis à ce système de valeurs dans une décision, vous êtes obligé de lutter pour essayer de trouver un moyen de pas s'y trouver un moyen de s'y soustraire. On ne peut pas vraiment y échapper. Ça fait partie de l'éducation qu'on a reçue, ça fait partie de l'éducation notamment dans les carnets d'école. C'est l'imitation parent-enfant, on ne peut pas y échapper. Ça fait partie des choses qui nous définissent, qui nous ont construits. Les valeurs philosophiques et morales actuelles, alors je vais y revenir plusieurs fois. Je considère que c'est un peu les références en fait. C'est ce vers quoi on aspire dans la vie, de manière générale. Les droits de l'homme et du citoyen, c'est quelque chose qu'on a acquis, que nos parents, nos grands-parents se sont battus pour ça. On l'a acquis. Ça fait partie des valeurs auxquelles on croit. On croit que l'être humain a de l'importance, que le rôle du citoyen est quelque chose d'important. On croit que la femme a des droits. Je crois aussi que la femme a des droits. Je souris l'égalité des sexes, qu'elle a les mêmes droits que l'homme. On aimerait, enfin c'est une aspiration, ça reste une aspiration. C'est presque un objectif de vie. Ce sont des valeurs philosophiques et morales. Le droit de l'enfant, également. Que tout à l'heure, je montrais une photo avec des enfants qui travaillaient au loin, au milieu d'hommes, il n'y avait pas que des enfants. Le droit de la terre, alors le droit de l'environnement. Il y a une charte des droits de la terre, de l'environnement, je crois d'ailleurs que c'est comme ça. Le droit à la vie, avec là j'ai spécifié l'abolition de la peine de mort, mais déjà le simple fait d'être né donne le droit à la vie. On est né, on a droit de vivre. Ça c'est une croyance que nous on a. Les droits de la femme et le droit à la vie, c'est pas dans certains pays, ils ne sont pas, ils ne les partagent pas ces valeurs philosophiques et morales là. Le droit du travailleur, on y reviendra. Droit du travailleur et droit au travail. Ce sont deux choses qu'on a acquis avec le temps, qui nous semblent, à nous, ici, être importantes. Si on se retrouve effectivement dans une situation où on se référera à l'une ou l'autre, ou à une autre que j'énoncerai après, on n'agira pas du tout de la même façon, on n'aura pas du tout la même réaction. L'économie au service de la société. L'économie, elle est censée être au service de qui au départ? Si on a créé une économie, c'est pour servir qui? L'humain. L'humain. Certaines personnes n'ont pas la même définition de la société à ce niveau-là. La société, pour certains, sera une société où eux sont à la tête de la société, donc ils représentent, ils s'identifient au pouvoir, et donc l'économie doit être à leur service, tout simplement. Ils n'ont pas tout à fait la même perception de cette phrase-là que ce que moi ou n'importe qui ici pourrait avoir. L'homme au service de l'économie, voilà, ça revient à la conséquence de l'autre façon de percevoir la pandémie du dessus. Et nous, on va parler de... je vais surtout revenir à deux valeurs philosophiques et morales actuelles et qui ne sont pas tout à fait récentes. Je veux dire, on a des anciens parmi nous. Quand j'entends ancien, je veux dire retraité. Plus âgé que moi.
Libérer l'homme du travail, ça a toujours été un objectif. On a créé des technologies, on a toujours voulu essayer de libérer l'homme du travail, de libérer des charges contraignantes, de tout ce qui pouvait représenter quelque chose qui ne lui apporterait pas quelque chose de positif. Et il y en a une autre. À l'autre, vous allez me trouver. Elle va avec celle-là. Alors, non, ça, en fait, quand je dis elle va avec celle-là, c'est son opposé. L'obliger. Non, vous allez sourire. L'homme au service de la société. Presque. Et Pas du tout. ah, pour gagner plus. Celle-là, vous la connaissez tous. C'est exactement l'inverse de ce pourquoi nos grands-parents, nos grands-parents se sont battus. Hein. Ils se sont fait chier à l'usine pour développer des nouvelles machines, tout développer la technologie, développer plein de bonnes choses. Pourquoi? Pour qu'on entende ça. J'adhère pas, je ne sais pas si ça se sent, mais j'adhère pas du tout. Mais ça fait, il y a des gens qui y croient. Il y a des gens qui croient sincèrement qu'il faut travailler plus pour gagner plus. Allez, une petite dernière vidéo et je passe à la deuxième partie. Et celle-là, cette vidéo, je ne ferai aucun commentaire. Et pourtant, j'en ai grandement envie. Monsieur Jacob, pour un rappel au règlement. Merci, Monsieur le Président. Toujours sur la base de notre article 58, Monsieur le Président, je voudrais vous rendre attentif à la chose suivante pour le bon déroulement de nos votes en scrutin public. Je souhaiterais que vous puissiez faire vérifier par la séance, grâce aux enregistrements vidéo, comment se déroulent les votes. Ça fait à plusieurs reprises, encore cette fois-ci, j'ai compté 60 parlementaires de la majorité et on arrive à 148 votes favorables. Donc je voudrais qu'on soit très attentif au fait que chacun vote uniquement sur son boîtier et non pas sur le boîtier des voisins, parce que ça n'est pas possible d'arriver à 148 voix dans la composition de l'hémicycle telle qu'elle est là. Je demande à chacun des présents de n'appuyer que sur le bouton de son boîtier. Et je donne la parole à Madame Françoise. Pardon, Monsieur. Pardon, Monsieur. Merci, Monsieur le Président. C'est un rappel au règlement fondé sur l'article 58 du règlement. Plaise à Monsieur le Président de venir vérifier ou faire vérifier que les indications qu'il vient de nous lire ne figurent pas sur mon propre... Ah, donc, Monsieur le Président, pourrait-on me faire apporter la page 1, s'il vous plaît? Donc, vous considérez que cette inscription vaut une fois pour l'ensemble d'une séance qui commence à 9 h et qui se termine 10h30 après le lendemain matin. Mais c'est intéressant de le noter et j'apprends beaucoup, Monsieur le Président, et je vous en remercie. Monsieur Gosselin, c'est la page 1 de 21h30. Et comme vous êtes un député averti et que vous êtes régulièrement en séance, je suis sûr que vous avez eu des centaines de pages jaunes, page 1, entre les mains. Mais justement, allez, Madame Françoise Descamps-Cronier. Partie numéro 2. On va parler de finances maintenant. On va changer de sujet. On a parlé des systèmes de valeurs qui sont vraiment les bases de toute prise de décision, qu'il s'agisse de décisions au quotidien ou qu'il s'agisse de décisions plus haut. Là, on va parler de création monétaire. On va faire un petit point. Qui parmi vous pense qu'on est encore basé sur un étalon or? Alors, l'étalon or consiste à dire qu'on va fabriquer la monnaie sur la base d'une quantité d'or qu'on a en réserve. Ça, c'est l'étalon or. Qui pense, alors je vous le dis tout de suite, c'est pas le cas, hein, mais qui croit encore que c'était encore le cas? Qui s'est jamais posé la question?
Alors, c'est plus le cas, mais il y a encore des gens qui le croient, hein, surtout parmi les personnes âgées en général. Il y a encore beaucoup de gens qui le croient. C'est plus le cas depuis les années 40. Hein. Ça fait juste 60, plus de 60, non, 60 ans, je crois. Depuis 44, je crois, les accords de Bretton Woods, en fait. Mais si on ne l'aura pas dit aussi. C'était l'héritage de la guerre, justement. Ils ont voulu relancer l'économie, relancer la croissance, donc ils ont mis en place... ils se sont affranchis des limites de l'état de mort. À l'heure actuelle, il y a quand même des gens qui souhaitent réellement le retour à l'état de mort. Ça pourrait être intéressant, mais avec certaines limites. Forcément, ceux qui n'ont pas d'or ne peuvent plus prendre de décision derrière, ils sont bien avancés. Et je ne suis pas sûr que qui que ce soit ici ait de grosses réserves d'or. Donc je ne pense pas que ça nous sera utile, sachant que toutes les personnes qui prennent ces décisions sont des personnes qui ont des systèmes de valeurs liés à l'argent. Donc indifférence, donc autosuffisance et tout le reste. Un deuxième point. Alors là, je vais juste vous demander de lever la main si vous n'avez pas la réponse. Je vais poser une question. 100 € placés sur un compte à 2% par an. Combien d'argent j'aurai au bout d'un an? Non, mais j'ai juste demandé de lever la main pour ceux qui n'avaient pas la réponse. J'ai lu un article qui disait que un Français sur deux ne savait pas calculer ça. Ah, mais il n'y a pas de piège. Non, il n'y a pas de piège. Oui, Il n'y a aucun piège. en ce moment. Il n'y a aucun piège. C'est simplement un pourcentage. C'est tout. Il y a quand même des gens qui ne savent pas calculer ça. Un Français sur deux, 50% de la population ne saurait pas calculer ça. À la limite, effectivement, qu'une jeune ne puisse pas le maîtrise pas, c'est une chose. Mais de la part d'adultes, Je pense que les adultes, on a plus fait les pourcentages, on les a plus appris à l'école que les enfants. les jeunes aussi ils l'apprennent. Peut-être maintenant, mais leur histoire de maths moderne, passé un temps, les pourcentages, moi, ma fille, elle ne comprenait que dalle. Ouais, non, mais ouais. Alors comment je lui expliquais les maths, mais parce qu'on n'avait pas les cours du tout. Dans le même genre, tu as aussi t'as à peu près entre 70 et 80% de la population qui serait prêt à suivre des cours pour apprendre à tout ce qui est le fonctionnement des crédits, comment calculer un crédit, comment lire une fiche de paye, ou comment faire tout un tas de... Les règles par 3, vous n'avez pas appris quoi? On avait appris, on disait ça. J'ai 30 ans, donc je suis peut-être plus proche de toi que d'elle, au niveau de l'éducation que j'ai reçue. Mais oui, effectivement, il y a quand même des petits soucis quelque part. L'État peut-il créer sa propre monnaie? Grande question, qui le sait? Quel état? L'État français, par exemple. Plus maintenant. Et maintenant, il y a l'Europe. Effectivement. Le franc, oui. Bah, avant. Alors, le franc, non, il le pouvait déjà plus. Hein. Et ouais. En fait, alors je vais pas rentrer trop dans le détail. Là, si ça vous intéresse, là c'est une histoire de trahison nationale, un truc de malade. Hein, c'est la loi du 3 janvier 1973, hein, donc ça fait juste 40 ans. La loi Pompidou-Giscard-Rothschild, pour le petit nom, pour ceux qui connaissent. C'est une loi qui dit que l'État n'a plus le droit d'avoir recours à sa banque centrale directement. Il est obligé de passer par des banques privées avant. Enfin, passer par les banques privées, tout simplement. Normalement, quand on crée de l'argent, l'État a une fonction qu'on dit régalienne, c'est ce pour nos savants, qui consiste à pouvoir battre lui-même monnaie. Et j'avais dit que je ne rentrerai pas dans le détail. Mais, à un moment donné, il y a des gens qui se sont dit, pourquoi faire comme ça? On peut s'en mettre plein dans les poches entre-temps. Donc, ils ont fait un petit coup d'État, il devait être une dizaine, un retour de réveillon, un 3 janvier 1973, ou alors ils étaient complètement bourrés, je ne sais pas. Toujours est-il qu'ils sont allés à l'Assemblée nationale, il n'y avait personne, il n'y avait pas un chat, ils étaient tous en train de cuver quelque part. Et ils ont voté leur petite loi dans leur coin. Exactement comme avaient fait les Américains en 1901 ou 1911, je ne sais plus. Ils avaient voté exactement la même loi de la même façon. C'est-à-dire en profitant qu'il n'y avait personne dans l'hémicycle. Ils se sont mis à très peu pour voter leur petite loi.
Voilà, ce qu'on appelle un coup d'État diplomatique légal, politique légal. Et le problème, c'est que autant avant, à 73, l'État n'était très peu endetté, il n'y avait pratiquement rien en dette souveraine. Sauf que depuis, et ben maintenant, on en est à 1800 milliards. Voilà. Merci Giscard. Possédez-vous de l'argent sur un compte en banque? C'est une question piège. C'est une question piège. C'est une question Il n'y piège. a pas d'argent. Où est-ce que je l'ai foutu? L'argent n'existe pas. Ah, la question piège. Ah, c'est la question piège. Oui, c'est la question piège. L'argent n'existe pas. Ah, oui, c'est pas de l'argent. Ah, c'est C'est pas... du virtuel. L'argent, c'est rien du tout. La seule chose que vous possédez. Alors la Un réponse est numéro, non. un compte, mais c'est tout. Oula, facile. Sauf si tu as ta chaussette dans ton main. Il te parle de la banque. Ah, la banque. Donc, pour ceux qui ont répondu oui, la réponse, bah, c'est faux, non. La seule chose que vous possédez, éventuellement. Ouais, non, c'est ça. Et puis là, où est-ce que c'est? C'est ça. Je ne sais pas s'il y en a encore qui l'utilisent. Moi non. J'ai trouvé ça dans les affaires. Pour ça, je vous l'ai montré. La seule chose que l'on possède, c'est une reconnaissance de dette de la banque. Dès l'instant où vous prenez un billet, vous l'apportez à votre banquier, ça ne vous appartient plus. Automatiquement, c'est parti dans ses comptes à lui. Même si lui, sur ses cahiers, il marque dans un coin, voilà, vous lui avez filé tant. Quand vous payez avec une carte bancaire ou avec un chéquier, cet argent, vous ne payez pas en fait. Vous donnez l'ordre à votre banque de payer à votre place. C'est une façon de jouer. Certaines personnes vont dire c'est une façon de jouer sur les mots. Parce que malgré tout, la banque est endettée à ton égard, à votre égard. Donc de toute façon, la valeur monétaire y est. Ce jeu de mots, ce petit jeu sur les mots, en fait, il faut bien le comprendre. On n'est pas propriétaire de l'argent qu'il y a dans les banques. C'est important pour comprendre la suite. Donc la seule chose qu'on possède, effectivement, c'est une reconnaissance de dette, un petit papier qui dit effectivement que la banque a de l'argent qu'il nous doit. Il y a deux types de monnaies. Les monnaies papier, les pièces. On les connaît tous, hein, c'est on les utilise assez régulièrement. C'est la monnaie dite fiduciaire, c'est pour le petit mot savant. Et à côté, il y a la monnaie dite scripturale, c'est-à-dire la monnaie sur les comptes en banque, sur les chèques. Scripturale, du mot script, scribe, écriture. C'est la monnaie qui est simplement écrite. Voilà, c'est écrit sur un bouquin quelque part et c'est suffisant pour lui donner de la valeur. La monnaie fiduciaire, par contre, c'est la monnaie qui représente quelque chose en papier. Au moins, ça coûte du papier et de l'encre qui a été nécessaire. Depuis quelque temps, depuis un petit moment déjà, pendant longtemps, on a cru que la monnaie fiduciaire était basée sur les réserves d'or. C'est plus le cas. Je ne sais pas quand tu as eu la transition, mais c'est plus le cas. Donc même l'argent liquide, l'espèce, ça a la valeur qu'on lui donne en fait. C'est vraiment l'idée, c'est lui donner de la valeur. Tu pourrais fabriquer une fausse monnaie, de toute façon, un faux billet, de toute façon, dès l'instant où il y a quelqu'un qui lui accorde de l'importance, qui lui accorde cette valeur-là, il a automatiquement cette valeur. La monnaie fiduciaire donc, ne peut être émise que par la banque centrale, qui est considérée comme une banque primaire. J'ai mis une petite photo de notre BCE, notre petite banque centrale européenne. J'ai marqué exemple BCE, Fed, la fédérale, je sais pas quoi. La Banque fédérale américaine. Ce sont des banques dites primaires, c'est-à-dire qu'elles sont en haut de l'échelle de la pyramide des banques. Après, il y a toutes les banques secondaires. Toutes les banques secondaires, ce sont les banques pour lesquelles chez qui on ouvre des comptes en banque. Ces banques ou organismes de crédit qui sont également des établissements bancaires secondaires. La relation. 98% de l'argent existe sous forme dématérialisée, scripturale. En cas d'échec du système, on n'a plus rien.
Bon, en même temps, l'échec... Vas-y, Pierre, Christian. 4 minutes. L'échec du système n'entraînera pas forcément une faillite générale. Hein. Quand on parle d'effondrement du système financier, ça ne va pas être la fin du monde. Il ne va pas y avoir des astéroïdes qui vont nous tomber sur la gueule. C'est pas ça. On retournera simplement à d'autres méthodes. On pourra éventuellement en parler après. Si ça intéresse quelqu'un sur les monnaies locales, notamment, c'est très intéressant les monnaies locales. Il y aurait 22 monnaies locales existantes à peu près en France, 24 qui sont en train de se mettre en place, et plusieurs encore en projet, et c'est hyper intéressant. Donc, dans les jours qui suivent, il y a les assises de la monnaie locale dans le Lot-et-Garonne. 3 jours consécutifs à parler que de ça. Ah, il y a des gens qui sont passionnés. Hein. J'envisageais de descendre. On va y aller. Quand on parle des masses monétaires, ça c'est la quantité d'argent qui existe dans le monde. Quand on parle de masse monétaire, les puristes vous parleront de M1, M2, M3. Ce sont différents types de masses monétaires qui correspondent à certains types de réserves d'argent. Je ne vais pas vous prendre la tête avec ça, promis. Hop là. L'origine, d'où elle vient cette monnaie scripturale? Elle vient des banques secondaires qui font du crédit. Pourquoi? Parce que ils ont décidé que ce serait comme ça, tout simplement. Je ne vais pas vous rentrer dans le détail du principe des réserves fractionnaires, la création monétaire par le crédit. Je vais juste vous expliquer une mise en situation. On a notre petit bonhomme qui a envie d'acheter une petite maison, une petite voiture. D'accord. Fais la pause, on change la caméra. Je vais recommencer cette petite partie-là.